Donc, je vous remercie tous d'être présents pour ce webinaire d'information. Je vous précise que, j'espère que ça posera de problème à personne, il est enregistré afin de pouvoir envoyer un lien de replay aux journalistes qui sont intéressés mais qui n'auraient pas pu être présents. Je crois Pierre nous a que... rejoint, Ingrid, Ah bah à voilà. l'instant. Donc, Voilà. Pierre, je te laisse prendre la suite. Du coup, je te rends ton rôle. Ouais, merci Ingrid. Désolé de ce très léger retard dû à un petit souci d'enfant. Je ne vais parler que pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Donc, on est très heureux à l'Agicam, voilà, de pouvoir continuer le cycle de webinaires que nous avons entamé pendant le Covid et puis que nous avons conservé après, qui permet de diffuser assez largement des formations, des informations à nos adhérents, partenaires et confrères, au-delà même de nos adhérents stricto sensu. Et puis remercier Ingrid et remercier Qualitel pour cette présentation, voilà, qu'on a essayé de caler au mieux selon l'actualité du sujet. Un sujet qui a, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté comme moi dans la profession, qui a entre 10 et 15 ans qui était devenu un serpent de mer, mais qui maintenant devient un sujet d'actualité. Donc merci à vous et je vous laisse reprendre le fil de ce webinaire. Bien, je vous propose de démarrer. S'il n'y a pas d'autres points introductifs, Ingrid, n'hésitez pas, ou Pierre. Donc, je me présente, je m'appelle Bertrand Leclerc. Donc, effectivement, je fais partie de l'association Qualitel. Et voilà, le sujet du jour, c'est le carnet d'information du logement. Merci à tous pour votre présence. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Franck Calvar, qui est responsable RSE chez ICAD. Bonjour Franck. Bonjour. Voilà, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Et puis Pierre Maillard, PDG d'Elio, voilà, qui également m'accompagne. Bonjour à tous, merci Bertrand. Merci Pierre pour votre présence. Voilà, donc c'est parti. Je commence par une présentation. Justement, Pierre Pichère évoquait le feuilleton ou la saga du carnet du logement. On va, après quelques mots sur Qualitel, essayer de remettre les choses dans l'ordre. Alors, Qualitel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Qualitel, ça veut dire la qualité du logement. Hein, et donc, c'est notre raison d'être. On existe depuis bientôt 50 ans. Voilà, et on œuvre sur des sujets d'amélioration et d'information autour de la qualité du logement à travers différentes actions d'information du grand public, d'une part, et puis par la certification, d'autre part, au travers de la marque NF Habitat et NF Habitat HQE, qui est une certification qualité très répandue sur les logements neufs en particulier. Et puis plus récemment, une activité de formation et enfin une activité historique d'évaluation et d'expertise. Qualitel, qui a été créé par le secrétariat d'État au logement à l'origine. Aujourd'hui, on est donc une entité indépendante et on a un conseil d'administration extrêmement large puisque on essaye de regrouper l'ensemble des parties prenantes autour du sujet du logement, puisqu'on a des associations de consommateurs et puis beaucoup de fédérations professionnelles des acteurs. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site pour avoir la liste exhaustive. On a entre 30 et 40 administrateurs autour de la table pour essayer de faire progresser ces sujets de qualité de logement. Le président de l'association Qualitel actuellement est Bertrand Delcambre. Alors, Qualitel, sur l'histoire du carnet du logement, on n'est pas des débutants, entre guillemets, puisque ça fait un moment qu'on est dans le paysage. On était là dès le début, dès l'origine des réflexions sur les travaux de carnet. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a lancé des offres, d'ailleurs, autour de ces sujets, qui ne portaient pas le nom de carnet du logement à l'époque, mais qui déjà répondaient à un besoin d'information des occupants d'un logement. Voilà. Voilà. Et puis, on a bien entendu, pour ceux qui s'en souviennent, en 2017, on a participé à une expérimentation nationale qui a été menée par le plan de transition numérique dans le bâtiment de l'époque. Il y avait une dizaine d'équipes, dont Qualitel, qui avaient expérimenté un dispositif de carnet sur un échantillon représentatif pour essayer de tirer des enseignements du dispositif ou du prototype qu'on avait développé à l'époque. Et puis, beaucoup plus récemment, on a été sollicité par la Commission européenne pour participer à un programme qui est plutôt un programme d'expérimentation. Je vous en redis un mot en fin d'intervention,
pour effectivement, puisque l'Europe se pose la question d'élargir ce type de dispositif au niveau européen. Donc ça s'appelle un digital logbook pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Hein, donc le carnet de bord digital, littéralement, le carnet de bord digital pour les bâtiments. Voilà, et donc on a eu le plaisir d'être sollicité. Donc on fait partie de l'équipe qui va effectivement apporter sa contribution pour la France en l'occurrence sur ces dispositifs. Mais il y a beaucoup d'autres pays représentés. Voilà sur Qualitel. Alors on rentre sur un peu d'historique et vous voyez ça démarre en 2015. Puisque un certain nombre de lois ont essayé de s'atteler au sujet. Ça a commencé avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, qui a voulu instaurer, à compter de 2017, ce qui s'appelait à l'époque le carnet numérique du logement. Voilà. Et c'est cette première tentative qui a donné lieu à une expérimentation, celle du PTNB que j'évoquais tout à l'heure, parce que le législateur de l'époque a considéré qu'il y avait un certain nombre de réponses manquantes en fait ou de questions insuffisamment traitées dans la loi de l'époque, et donc a voulu mener une expérimentation, ce qui était plutôt pragmatique et concret, pour essayer de répondre à ces questions de mise en œuvre pratique, de qu'est-ce que devait contenir précisément ce carnet, voilà, un certain nombre de questions pragmatiques. Donc le deuxième épisode de la saga, c'est la loi Elan. La loi Elan en 2018 souhaite instaurer à compter du 1er janvier 2020 donc un dispositif rebaptisé le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement. Voilà, la version longue. Et donc, ce dispositif à l'époque était rejeté par le Conseil d'État pour un certain nombre de motifs d'atteinte au droit de la propriété, notamment. On va y revenir, mais il y avait on a reproché au projet de l'époque d'être probablement trop complexe à mettre en œuvre, potentiellement trop cher, et également l'absence d'une vraie mission d'intérêt général qui faisait défaut. Voilà ce que le législateur a trouvé. On va voir un peu plus loin que ces défauts ont tenté d'être corrigés par là. Donc la troisième et dernière, on y croit tous, version, c'est la loi climat et résilience. Voilà, la loi climat et résilience a remis à l'ordre du jour l'entrée en vigueur, donc le nom à retenir, c'est le dernier, c'est le carnet d'information du logement, qui rentre en vigueur prochainement, puisque c'est 1er janvier 2023, dans quelques semaines. Vous avez, pour ceux qui suivent, constaté que le mot numérique a disparu de l'appellation du dispositif, parce qu'en effet, strictement, le caractère numérique de ce carnet n'est pas obligatoire, ou plus exactement, on peut y déroger sur simple demande. Voilà ce que dit la loi. Voilà, donc on va rentrer dans le détail de ce que prévoit cette loi climat et résilience pour 2023. Alors, première chose, premier point, il a un objectif, on peut appeler ça une mission d'intérêt général. Hein, il est là pour faciliter et accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Voilà. Donc ça, c'est important à retenir. Il concerne toutes les typologies de logements, individuels, collectifs, privés, social. Et donc, il est établi, la loi nous dit qu'il est établi à deux moments principaux, la construction d'une part, et les travaux de rénovation qui ont une incidence significative sur la performance énergétique. Voilà, la mise en application, c'est janvier 2023. Lorsqu'il y a un PC ou une déclaration de travaux, c'est la date de ce document qui fait foi pour l'obligation du dispositif. Et lorsqu'il n'y en a pas, lorsque c'est des travaux qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'un dépôt de PC, c'est soit l'acceptation du devis, soit le démarrage des travaux qui rendent l'obligation, qui font rentrer l'obligation en vigueur. Voilà, donc la loi nous dit également que cette obligation pèse sur les épaules des propriétaires. Voilà. Et que ces propriétaires devront transmettre au moment de la mutation, hein, le jour où ils vendent leur logement, ils doivent transmettre au nouvel acquéreur ce carnet du logement, et que cette transmission doit être attestée dans l'acte authentique.
Voilà, alors ça, c'est probablement une question que vous avez tous, donc avant que vous me la posiez, voilà, donc est-ce qu'il y a des sanctions prévues? C'est des questions classiques face à ça. Donc il n'y a pas de sanction en tant que telle pour non-respect de la loi et donc non-respect de l'établissement d'un carnet dans les cas dans les champs d'application qu'on a vus juste avant. Mais si j'ose dire, la sanction ultime, c'est ce fameux acte authentique qui fait que le jour de la mutation, eh ben, celui qui n'a pas établi son carnet alors qu'il le devait, ben, risque d'être dans une situation effectivement inconfortable. Donc finalement, si je puis dire, la sanction ultime, elle est là. Voilà. Et puis enfin, la loi nous dit que donc, ce particulier, propriétaire du logement, plutôt réputé non sachant, on va dire, en matière de formalisme administratif autour du logement, eh bien, ce sont ce que la loi appelle les personnes réputées constructeurs. Donc, pour faire court, moi, je vulgarise en disant que c'est le professionnel qui accompagne le particulier au moment de ses travaux ou de sa construction, bah, qui doit, lui, transmettre les documents constitutifs de ce carnet. Voilà, les objections donc finalement, les objections que le Conseil d'État avait trouvées au projet précédent ont été traitées, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ont élaboré ces nouveaux textes, ils ont trouvé un intérêt général, ils ont fixé un intérêt général d'amélioration de la performance énergétique. Ils ont précisé le contenu du carnet, on va le voir juste après. Et puis, ils ont levé l'obligation absolue du format numérique. Alors, qu'est-ce que doit contenir ce carnet? Des documents et informations qui existent déjà, hein, c'est important, le législateur insiste là-dessus, il ne veut pas créer de travail supplémentaire et de nouvelles obligations contraignantes, hein. C'est-à-dire que ce sont, vous allez peut-être être déçus pour ceux qui s'attendaient à une révolution, ce sont des sujets qu'on connaît déjà, des plans, des schémas, des notices d'utilisation des équipements, des caractéristiques des matériaux, des attestations de performance énergétique, des PE notamment, et puis date et descriptif des travaux. Voilà, donc un certain nombre de ces documents sont exigés dans le neuf, d'autres uniquement dans l'existant à l'occasion d'une rénovation. Mais voilà, finalement, dans l'esprit, hein, c'est une formalisation dans un réceptacle qu'est le carnet du logement, d'une transmission d'informations et de documents qui s'opérait déjà la plupart du temps. Alors, un point important, puisqu'il y a peut-être un point qui nécessitait d'être clarifié dans ce texte de loi et qui l'est dans les projets de décret et d'arrêté, c'est qu'est-ce qu'on entend par une incidence significative sur la performance énergétique. Mais avant de vous décrire ça, juste un point pour vous dire que où en sommes-nous du cheminement du processus législatif. Donc, des projets de décret et d'arrêté ont été élaborés. Ils ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la construction. Et à l'heure où je vous parle, on n'attend plus que l'avis du Conseil d'État, donc qui est en cours. Il y a un certain nombre de réunions en cours. Qualitel n'y est pas, hein, juste pour pas vous méprendre. Voilà, je vous retransmets aujourd'hui beaucoup d'informations parce qu'on est bien informé, on se tient au courant sur ce dossier qui nous intéresse beaucoup, mais voilà, je ne représente en aucun cas l'État ni le Conseil d'État, bien entendu, vous vous en doutez, sur ce volet-là. Mais donc, voilà, il ne nous reste plus que l'avis du Conseil d'État qu'on nous annonce avant la fin de l'année, même si elle est proche, pour une entrée en vigueur au 1er janvier. Donc, qu'est-ce que précise le décret et l'arrêté sur l'incidence significative? Eh bien, on parle de postes de travaux déjà, donc isolation, chauffage, eau chaude, climatisation le cas échéant, et puis installation d'équipements d'énergie renouvelable, qui utilisent des énergies renouvelables. Pour être plus précis, voilà, on cite sur la partie gauche de la page donc des pourcentages des taux d'isolation, hein. Quand on parle des murs, il suffit d'isoler 50% des murs pour que la mise en place d'un carnet soit obligatoire. Pareil pour les fenêtres, c'est la moitié des fenêtres qui doivent être passées en double vitrage. En revanche, pour plancher ou toiture, c'est l'intégralité des surfaces. Et puis sur la partie droite, vous voyez, quand on installe par exemple une pompe à chaleur ou une chaudière performante, là aussi, le simple fait d'installer une pompe à chaleur rend obligatoire l'établissement d'un carnet. Voilà, au final, ça fait beaucoup de cas qui vont rendre obligatoire l'établissement d'un carnet. Dans la note d'accompagnement
que le ministère de la Transition écologique avait élaboré, ils ont estimé à peu près 2,5 millions de carnets créés par an. Donc, je vous ai mis le détail de la note, 400 000 logements neufs et puis un peu plus de 2 millions de rénovations énergétiques qui sont comptabilisées. Donc, voilà, il faut être conscient que voilà, les volumes sont extrêmement significatifs. En tout cas, à terme, puisqu'on peut aussi imaginer qu'il y aura une inertie sur la mise en place du dispositif. Voilà sur la première partie de mon intervention. Donc, j'en ai effectivement terminé sur les résumés du texte de loi des nouvelles obligations qui arrivent. Peut-être une petite respiration. Ingrid, je crois que vous avez dit qu'on ferait plutôt les questions à la fin, c'est ça? Donc, j'enchaîne. Hein? Ou est-ce qu'on fait une petite pause de 2 minutes? Est-ce qu'il y a des grosses questions? Que peut-être sur ce que vous avez dit, des questions se posent dès maintenant auxquelles on peut répondre assez rapidement. Et sinon, effectivement, on proposait de répondre à la plupart des questions à la fin. Plutôt à la fin. Voilà. Alors, j'enchaîne, sauf si quelqu'un souhaite m'interrompre pour une question urgente. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'enchaîne sur voilà, quelque part la réponse de Qualitel à ce que je viens de vous décrire. Donc voilà, on a lancé une offre qui s'appelle Cléa. Voilà, une solution numérique. Donc on a créé même une filiale pour porter cette offre, Qualitel Espace Numérique du Logement, que je dirige. Et donc, voilà, je l'ai déjà évoqué, on était précurseurs sur le sujet, aussi bien auprès des professionnels que des particuliers. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a lancé une offre. On avait une offre précédente qui s'appelait Gisèle, pour ceux peut-être qui ont connu, qui a été lancée il y a une dizaine d'années, et plus récemment, en 2020. Donc, on a repensé et modernisé notre offre et on l'a baptisée Cléa à cette occasion. Et aujourd'hui, on dispose d'une offre à maturité. On la propose soit en direct, soit via les professionnels. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Franck Calvardicade et à Pierre Maillard-Delio d'être à mes côtés aujourd'hui, qui s'exprimeront après mon intervention. Et Cléa donc, a plusieurs usages, plusieurs cas d'usage. Donc, dans la vie quotidienne, c'est un dispositif qui a vocation à accompagner l'occupant du logement, pas uniquement son propriétaire au passage, hein, puisqu'il y a aussi un accès pour le locataire occupant. Donc, voilà, accompagner l'occupant dans la bonne utilisation de son logement, dans son bon entretien au quotidien, une forme de pense-bête ou de guide pour les bons gestes et pour faire les bons choix au moment des entretiens. Le sujet de sobriété, de consommation en général, pas que énergétique au passage, pour lequel Cléa peut jouer un rôle d'accompagnement également. Et puis, il y a la vie quotidienne d'une part, et puis il y a les moments clés. Donc, on fait des travaux, on met en location, on revend son logement. C'est là aussi que Cléa prend toute sa valeur quelque part pour aller mettre de la traçabilité sur toutes les actions qui ont été faites dans le logement, aller valoriser un patrimoine, et ça tout au long de la vie du logement. Qu'est-ce qu'on a développé qu'est-ce qu'on propose comme services principaux dans l'offre Cléa? Bien sûr, un premier volet sur les documents et un descriptif des caractéristiques du logement. Vous l'avez compris, la loi en tant que telle, enfin, si on voulait, entre guillemets, se contenter de respecter la loi, on pourrait presque s'arrêter à la première ligne, hein, puisque finalement, ce que nous demande la loi climat résilience, c'est un dispositif qui permet d'historiser de façon fiable et pérenne les informations essentielles du logement. Donc ça, c'est la première ligne, très clairement. Et puis, on y a ajouté un certain nombre de compléments. Donc, le guide des équipements, ça permet de renseigner les équipements principaux qui sont dans le logement et d'y attacher des actions d'entretien. Entretenir une pompe à chaleur, réviser une chaudière, par exemple, ce sont des gestes nécessaires qui ont de la récurrence. Donc, il y a des rappels d'entretien qui permettent aux particuliers de l'accompagner dans le bon entretien de son logement et, le moment venu, d'attester de façon fiable et tangible du bon entretien qui a été apporté régulièrement à son logement et à ses équipements. Module de suivi des consommations. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors, la loi en tant que telle ne l'évoque pas. Mais il nous est apparu comme incontournable de mettre un module de suivi des consommations dans Cléa. Donc, en pratique, c'est une possibilité de connexion au compteur Linky et Gaspard,
les fameux compteurs communicants que je ne présente plus, et de pouvoir d'une part suivre ses consommations, donc ça c'est la première étape, mais j'allais dire comme on pourrait le faire en se connectant sur l'espace de son fournisseur d'énergie habituel, mais là on peut réunir si on a plusieurs fournisseurs, tout sur un même suivi. Et puis plus récemment, c'est l'esprit du petit graphique de droite, on a ajouté un module de comparaison des consommations qui permet de mesurer l'impact d'un comportement vertueux, par exemple. C'est-à-dire je joue le jeu de la sobriété, je baisse la température d'1 degré dans mon logement, on m'a promis 7% de gain, et bien avec cet outil-là, je vais pouvoir mesurer la réalité du gain obtenu. Et voir que le 7%, dans mon cas, c'est peut-être 5 ou 10. Voilà, donc sobriété énergétique d'une part, et puis travaux, bien entendu, vous me voyez venir, j'imagine. Tout l'intérêt de ce dispositif, c'est aussi de mesurer concrètement l'efficacité des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Je suis capable avec ça, sous réserve de disposer de l'historique, de la profondeur d'historique de consommation suffisante. C'est le cas pour les Linky qui commencent à être installés depuis longtemps. Pour les Gaspard, parfois, ça peut être un peu plus juste. Mais voilà, avec ça, je mesure la réalité des gains obtenus avant, après travaux. Et dans l'esprit, on peut imaginer que c'est un dispositif qui, donc encore une fois, n'est pas obligatoire dans la loi aujourd'hui, mais va venir se propager, se diffuser pour mesurer plus concrètement la réalité des gains obtenus après travaux. Un module d'actualité et de conseil qui utilise la force de frappe des experts de Qualitel. Pour ceux qui nous connaissent, on a des acousticiens, des thermiciens, enfin on a un certain nombre d'experts au sein de la direction études et recherches notamment qui nous aident à élaborer des conseils au quotidien pour les occupants d'un logement. Qui peut avoir accès à Cléa dans sa version actuelle? Bien sûr, le propriétaire, son locataire, je l'ai évoqué. En collectif, le conseil syndical et le syndic également. Et puis, ça je ne l'ai pas listé là-dedans, bien entendu, les documents et les informations essentielles du Cléa, ils sont diffusables à l'extérieur vers un tiers assez facilement. Voilà. Et puis enfin, au moment de la revente, Cléa peut éditer une attestation de transfert qui est un justificatif officiel à transmettre au notaire pour l'acte notarié qu'on évoquait plus haut, qui permet de dire que monsieur A a bien transféré le carnet de son logement à monsieur B en date du temps et que du coup, le vendeur conserve une archive de ces informations pour pouvoir continuer à accéder à ces archives. Il ne peut plus les modifier et le nouvel acquéreur accède aux informations que lui a transmis le vendeur. Là aussi, j'anticipe peut-être une question ou deux. Il est bien évident que les données personnelles du type historique de consommation, qui sont des données à caractère personnel, ne sont pas transmises au nouvel acquéreur. Voilà ce que fait Cléa. Alors, sur ce petit schéma, on a essayé de retracer dans un parcours de rénovation où le Cléa pouvait agir finalement, il y avait un rôle à jouer. Donc, première étape, en préparation des travaux, avant, lorsqu'on a un Cléa bien renseigné, il est destiné à contenir toutes les informations et les pièces justificatives nécessaires pour constituer un dossier travaux, finalement, et aider à faire les bons choix. Pendant les travaux, c'est là à proprement parler que le carnet d'information du logement va être établi et va pouvoir historiser et tracer précisément qu'est-ce qui a été fait, quelle est la nature des équipements, des matériaux utilisés, quelles sont leurs performances et leurs caractéristiques en termes de performance énergétique. Et puis après, c'est là aussi qu'il y a un rôle majeur, l'accompagnement au quotidien pour après travaux ou pour des nouveaux personnes qui emménagent dans un logement, et puis la mesure des gains que j'ai évoqué. Donc on voit finalement, et cette liste est peut-être pas exhaustive, qu'il y a beaucoup de points de jonction et de points d'entrée où Cléa peut avoir un rôle à jouer au sein d'un parcours travaux, notamment. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, pour ceux qui ont étudié de près le descriptif de la mission de mon accompagnateur Rénov', vous aurez sans doute vu que dans les tâches obligatoires qu'il a à mener figure celle de l'établissement du carnet d'information du logement. Voilà. Donc là, on connecte deux dispositifs, on va dire, mon accompagnateur Rénov' d'une part et le carnet d'information du logement d'autre part.
Voilà, donc Cléa aujourd'hui est une référence pour les logements collectifs neufs, hein. Historiquement, on a placé beaucoup de Cléa auprès des promoteurs immobiliers, et Franck Calvar nous en dira un mot tout à l'heure, pour les accompagner au moment de la livraison des logements. Mais Cléa également commence, à l'heure où je vous parle, à être adoptée dans de nombreux logements existants. On est au global aujourd'hui, on a été choisi par 150 000 logements en France. Voilà, donc un chiffre qui commence à devenir plus que significatif. Et tout dernier point, avant de laisser place aux questions, donc je vous ai dit que je vous donnerais un petit éclairage sur l'Europe. Ouais, c'est important d'avoir à l'esprit que ce dispositif de carnet du logement, il est d'une certaine façon assez minimaliste dans sa concrétisation, et ça fait sans doute suite aux épisodes précédents qui furent des échecs. Et donc la volonté du législateur, là, c'est de faire un dispositif qui est peut-être relativement peu contraignant, mais qui est très vraisemblablement une première étape, qui n'est qu'une première étape vers un chemin plus ambitieux, peut-être plus opposable un jour, ce qui n'est pas l'esprit de ce premier dispositif. Et c'est important de regarder ce qui se passe autour de nous et en Europe, puisque il y a un projet dans les cartons de directive européenne autour de ce dispositif de Digital Logbook for Buildings. Et donc, il est fort probable que la France, une fois que cette directive sera établie, fasse évoluer le dispositif du carnet du logement pour venir, bien sûr, être en adéquation avec ce que l'Europe aura décidé. Voilà, donc nous, dans ce cadre-là, on est en association avec le CSTB, au passage, Centre scientifique et technique du bâtiment. On représente l'équipe française pour aller démontrer, donc c'est au travers de Cléa, vous l'avez compris, qu'on va faire cette démonstration, les capacités d'un dispositif de ce type-là pour aller effectivement faire évoluer la performance énergétique des logements. Et voilà, mais il y a dans le consortium dans lequel on participe, il y a également des Belges, des Allemands, des Italiens qui sont présents. Avec chaque pays a sa spécificité, a un regard, une façon différente d'aborder le sujet, hein. Il y a certains pays qui ont décidé d'être plus descendants, où ce sont plutôt des agences d'État, hein, l'agence de l'énergie ou l'agence du cadastre en Belgique, qui a décidé de façon descendante d'imposer un seul et unique format de carnet sur tout le pays ou toute la région. La France, où au contraire, il y a une loi qui est plutôt assez ouverte et minimaliste d'une certaine façon, et qui va laisser faire le marché des opérateurs de carnet pour construire le plus intelligemment possible et la façon la plus utile possible une réponse adaptée pour satisfaire les besoins des professionnels et des particuliers. Voilà sur mon intervention. La suite, c'est le regard des acteurs, donc ICAD et Helio. Ingrid, est-ce qu'on entend les acteurs ou est-ce qu'on prend des questions? Que suggérez-vous? Ça pourrait être pas mal de laisser la parole pour enchaîner à Franck Calvar et Pierre Maillard, pour enchaîner directement sur ce que vous aviez dit, et puis ensuite laisser la place aux questions. Si tout le monde est d'accord. Merci Franck. Ok, alors je prends le relais. Bonjour à tous. Donc, je représente ICAD Promotion. Je suis responsable RSE du pôle promotion d'ICAD. Alors, ICAD Promotion, c'est un promoteur national. On agit sur 22 agences sur le territoire métropolitain. On a construit l'année dernière 6000 logements. Nous sommes certifiés NF Habitat HQE, pour rebondir ce que disait Bertrand par rapport à Cercal. Et on a participé à l'expérimentation du PTNB avec Cercal à l'époque, sur le carnet numérique du logement. Alors pourquoi on construit des produits neufs et idéalement on livre un produit neuf avec un manuel, un guide d'utilisation. Alors notre premier enjeu, ça a été de digitaliser ce manuel. On est parti en mode papier il y a quelques années, enfin tout au début. On a transité par le CD-ROM, pour ceux qui s'en souviennent, pour aboutir à la clé USB. Et la suite logique, c'est un site internet en ligne qui est beaucoup plus pratique à déployer. Beaucoup plus pratique à déployer parce que, vous l'avez vu, on construit 6000 logements, on ne va pas faire 6000 manuels papier, enfin, à un moment, c'est du gaspillage. Et donc, l'idée, ça a été d'industrialiser un process numérique.
Et on a mis en place dans ce cadre-là, avec l'outil qui a précédé Cléa, avec Gisèle, on a fait un contrat cadre avec Cercal, Qualitel, pour déployer systématiquement ce carnet numérique du logement sur toutes nos livraisons. C'est simple, c'est un coût raisonnable. On n'a pas abordé la question de prix, mais c'est quelques dizaines d'euros par logement. Donc, c'est acceptable pour un promoteur. Deuxième raison pour partir sur cette industrialisation, on a bien sûr nos outils internes de parcours client. On a digitalisé notre process de parcours client. Et quand un promoteur livre un logement, au bout d'un moment, il part, il quitte le jeu. Et il fallait bien que l'on laisse quelque chose. Alors avant, c'était en papier. Là, maintenant, on va laisser sous forme digitale toutes les informations liées au logement. Après les périodes de garantie, en fait. Le promoteur part grosso modo 1 an et demi à 2 ans après la livraison, une fois que toutes les réserves, tous les problèmes qu'il y a pu y avoir lors de la construction ont été levés. Troisième enjeu, c'était répondre à une obligation réglementaire, même avant cette loi qui va nous arriver. Il y avait une obligation réglementaire de par la RT 2012 à donner un module d'estimation des consommations, ce qu'évoquait Bertrand tout à l'heure. Et donc, Gisèle nous a permis de répondre assez simplement à cette obligation réglementaire. Et il me semble bien, la logique veut que ça soit retranscrit en RE 2020. Oui, je te confirme que la RE 2020 a reconduit à l'identique cette obligation. Voilà, donc c'est un module assez intelligent et comme l'a évoqué Bertrand, en plus, le Cléa maintenant a fait le lien avec Linky et Gaspard. Donc on passe de l'évaluation, de la simulation des consommations à vraiment au suivi des consommations réelles du bâtiment quand le locataire accepte, parce que c'est son choix, de faire le lien entre Linky et son carnet du logement. Et donc ça pour nous, c'est tout bénef, quoi. C'est tout intégré, c'est facile et pas cher. Et enfin, un dernier enjeu d'actualité, je pense que vous aurez des questions à ce sujet-là. C'est un super vecteur de communication, un parmi d'autres, mais celui-là, il est attaché au logement. Si on ne loupe pas le coche, ça devrait devenir une référence pour les occupants, propriétaires ou locataires. Référence d'informations de leur logement, certes, mais aussi d'informations pour comment bien habiter dans son logement en faisant des économies d'énergie. Et c'est vraiment un enjeu d'actualité. La sobriété énergétique passe par l'information, la mesure et l'information pour pouvoir décider de là où on met ces niveaux de consommation. Voilà, j'en ai terminé. Merci Franck. Extrêmement complet. On a bien compris les attentes. Alors Pierre Maillard, à vous. Bonjour à tous, Pierre Maillard, président d'Elio. Merci Bertrand et Franck pour cette introduction. Alors, Elio, on est un opérateur ensemblier, on accompagne de A à Z nos clients sur leurs projets de rénovation. Donc, ça va de l'audit énergétique à la préconisation des travaux, l'accompagnement dans la sélection des partenaires, les devis, faire tourner tous les devis dans notre moulinette des aides pour aller chercher le maximum de subventions ou d'aides pour réduire les restes à charge. Puis après, trouver des solutions de financement de ces restes à charge-là, d'accompagner après pendant les travaux jusqu'à la réception de ces travaux-là, la levée des réserves, puis la prise de responsabilité sur l'atteinte de l'efficacité énergétique, donc l'atteinte de la performance énergétique grâce aux travaux de rénovation, donc, par un suivi des consommations notamment. On est très satisfait qu'enfin, le carnet d'information du logement est un cadre légal parce qu'il peut enfin entrer et vivre légalement, notamment grâce à la loi climat et résilience. Pour nous, c'était un élément très important. Ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est que l'accès à cette donnée, l'accès documentaire est aujourd'hui un frein. Enfin, on a très régulièrement des propriétaires qui nous appellent, voire des clercs de notaire et des notaires directement qui nous appellent et lors d'une transaction, ont besoin d'accès à ces informations-là. Et aujourd'hui, ne les ont pas, ne les ont plus, les ont égarées. Et c'est problématique parce que Elio, c'est un triptyque
qui se veut sur ces axes-là, les économies d'énergie, donc l'économie financière, l'amélioration du confort et la valorisation du patrimoine. Et c'est à ces 3 points-là que Cléa répond. Et en fait, Cléa répond réglementairement. C'est-à-dire que Cléa, elle confirme réglementairement l'atteinte de ce triptyque-là pour un client. Donc pour nous, c'est primordial d'avoir un outil comme cela auquel on peut s'adosser et qui soit soutenu par une association comme Qualitel. Pour nous, c'est très important. On réalise 2000 logements, on accompagne 2000 logements par mois. Donc, c'est primordial d'être bien équipé, que nos clients se sentent accompagnés, en tout cas, accompagnés là-dessus. Le sujet, c'est que ce soit sur les travaux de rénovation ou sur l'entretien, en tout cas, c'est de redonner un endroit, un espace auquel nos clients ont accès et peuvent retrouver les factures, les devis, le suivi des consommations et surtout la partie entretien qui est primordiale lors des transactions de vente. On a beaucoup de sujets réglementaires, d'évolutions réglementaires, que ce soit les interdictions à la location, que ce soit les interdictions de vente sans audit énergétique demain, d'avoir cet espace numérique. Alors je dis numérique par abus de langage, parce que voilà, Cléa sera un carnet numérique, un espace numérique du logement. Mais pour nous, la massification de la rénovation énergétique en France ne passera pas, ne se fera pas sans la digitalisation de beaucoup d'éléments ou de maillons de cette chaîne-là, que ce soit l'accompagnement, que ce soit l'accompagnateur rénove. Et donc Cléa participe de ce fait-là à cette massification de la rénovation. Voilà à nos yeux ces points qui sont importants. Les grands enjeux derrière, c'est l'extension de Cléa à l'ensemble des bâtiments en France. Il faut commencer déjà à voir la suite. C'est quoi l'après? Pour nous, c'est un facilitateur de la rénovation énergétique, c'est un élément qui permet d'attester l'efficacité énergétique et la performance énergétique des logements. Donc et on s'attend notamment à ce que les aides soient conditionnées à la mise à jour et à l'établissement évidemment de ces carnets d'information au logement. Aujourd'hui, c'est demandé, c'est-à-dire pour être accompagnateur rénov et accompagner les ménages dans leur projet de rénovation, il faut faire cela, mais il n'y a pas de pénalité ou d'impact pour l'instant. On s'attend directement, comme notamment dans le cadre des copropriétés qui, si elles ne sont pas inscrites au registre des copropriétés, n'ont pas le droit à certaines aides. On s'attend à ce qu'il y ait cela en effet boomerang dans les mois qui viennent. Et ce sera normal donc, que les aides ne puissent être délivrées uniquement si ce carnet d'information logement est mis à jour. Donc, pour nous, c'est un grand enjeu. Et puis, ça va dans le bon sens. C'est un élément supplémentaire qui permet d'assurer, de rassurer, de suivre un client. Et c'est un frein qu'on lève dans la massification et l'accélération de la rénovation énergétique en France. Donc, on est très heureux de voir qu'il y a un cadre légal qui est donné, qu'on va pouvoir du coup s'appuyer dessus pour accélérer et accompagner toujours plus nos clients dans cette performance énergétique. Voilà les grands axes pour nous, la remontée de terrain qu'on voit. Donc c'est surtout ça, c'est le côté facilitateur de la rénovation énergétique et cadre légal qui pour nous est un élément clé pour nos sujets de rénovation. Merci à tous. Merci Pierre. Bien, écoutez, je crois que c'est le moment des questions. Il y en a un ou deux qui ont dû partir. Oui, on vous écoute, pardon. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas bien. J'ai en fait 4 questions, en fait, si vous voulez bien. D'abord, Cléa, c'est une plateforme, c'est un logiciel qui est à télécharger et à gérer par les utilisateurs ou Non, c'est une plateforme, disons que c'est une plateforme. C'est un site internet, voilà, c'est une plateforme en ligne et qui est accessible depuis un téléphone également.
Voilà. D'accord. Ouais. Deuxième question, ça c'était une question simple. La deuxième question, c'est quel est comment ça se passe dans un immeuble collectif? Parce qu'il y a énormément d'aspects qui. Là, on parle de carnet d'information du logement, mais en fait, c'est inséparable de l'immeuble et des parties communes. Et Alors, du syndic, qu'est-ce que le syndic va faire Alors, c'est une de bonne remarque. ce. Enfin, Voilà. c'est bien sûr une bonne question. Alors, dans les versions des lois précédentes que j'ai évoquées tout à l'heure en introduction, les parties communes étaient évoquées. Dans la loi climat résilience, absolument pas. On ne parle que du logement. Effectivement, le dispositif tel qu'il est sur le point d'entrer en vigueur, il ne parle que du logement, y compris d'un appartement dans un immeuble collectif. On évoque que le logement. Voilà. Nous, dans Cléa, on a un module. Lorsqu'on est dans du collectif, notamment lorsqu'on travaille avec ICAD, là, avec Franck Calvar, on a un module qui contient des informations sur les parties communes, aussi bien les équipements des parties communes que les documents et informations propres aux parties communes. Mais voilà, on va dire que c'est, entre guillemets, hors réglementaire. La loi climat là, ne s'intéresse qu'au logement. Voilà, ce qui est D'accord. une Mais partie alors, du sujet. Cléa, par contre, Alors, intègre les parties communes. Cléa intègre un espace de documents pour les parties communes qui est accessible tel que Cléa est construit aujourd'hui aux membres du conseil syndical et au syndic lorsqu'il est connu et qu'il a un accès ouvert, voilà, où ils peuvent effectivement accéder aux informations des parties communes et des équipements collectifs comme un ascenseur ou une chaudière collective. Tout à fait. Parce que les syndics sont tenus d'alimenter et de tenir un jour un carnet d'entretien de la copropriété. Ouais. Bon, c'est un peu dommage de ne pas lier les deux. Est-ce que ça peut servir de carnet d'entretien de la Je copropriété? suis d'accord avec vous, ça serait notre vœu le plus cher que ça aurait été de lier les deux dispositifs. Là, le législateur ne l'a pas fait en tant que tel. Voilà. Mais nous, il est bien évident que le carnet d'entretien de l'immeuble que vous évoquez, qui est à ne pas confondre avec celui du logement, effectivement, c'est deux dispositifs bien distincts. Mais il a toute sa place dans Cléa. Aujourd'hui, il est prévu pour recevoir les informations du carnet de l'immeuble. Après, il faut être lucide sur le fait que le syndic, il a ses propres outils, hein, les fameux extranets de syndic qui sont obligatoires depuis quelque temps dans toutes les copropriétés. Donc, voilà, on ne peut pas demander au syndic d'aller déposer les documents dans deux endroits distincts, dans son extranet d'une part et puis dans le Cléa de l'immeuble d'autre part. Donc, voilà, il peut y avoir une complexité de peut ne pas pas y avoir doublonner l'information. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer la mise en place d'interfaces qui permettent de récupérer directement les informations dans un sens ou dans l'autre? C'est pleinement imaginable. Comme vous le savez sans doute, tout est possible ou presque en informatique, donc c'est complètement envisageable. Bah, Voilà, là, il faut juste construire les interfaces en question. Ouais. oui, enfin, je veux dire, vous ne l'avez Ah pas ouais. encore envisagé, ça. Pas à ce stade. Ça n'est pas D'accord. construit à l'heure où on parle. OK. Et dernière question, c'est quel est le coût Ah oui, estimé? alors Franck Calvar l'a évoqué, quelques dizaines d'euros il évoquait. Effectivement, ça va dépendre du volume, mais on est entre 30 et 50 euros par logement à peu près, qui est un prix unique forfaitaire. Une fois? Une fois, exactement. Ça n'est pas un abonnement, c'est une D'accord. fois. Voilà. D'accord. Donc effectivement, une somme qui n'est, on va dire, pas significative ou peu impactante à l'échelle Et ça soit donne soit droit à de travaux. une utilisation permanente de la plateforme. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. OK. Je ne me suis pas présenté, excusez-moi, c'est Alain Papadopoulos de univerimopro.com. Très bien. Alors, et un monsieur qui a levé une main, monsieur Laval, je crois. C'est oui. Moi, Ouais. juste une question. Ça sera sur un format. Est-ce qu'on pourra créer son carnet sur format papier ou est-ce que ça se fera sur un site? Quel site dans ce cas? Quelle sera la forme précise que va prendre ce carnet? Eh bien, la réponse de Qualitel, c'est Cléa, donc c'est un site, hein, donc C'est un c'est site, d'accord. uniquement dématérialisé. Voilà, mais après, on peut imaginer, vu l'esprit, le fait que le caractère numérique n'est pas obligatoire, voilà, on pourrait imaginer effectivement, entre guillemets, à l'ancienne, des dispositifs papier pour ceux qui effectivement voudraient absolument préserver ça. Moi, ce que j'imagine plutôt, et c'est plutôt la réponse de Cléa, c'est d'avoir une possibilité d'imprimer sous format papier le Cléa numérique pour les personnes qui seraient peut-être pas très agiles avec l'informatique ou qui auraient envie d'en avoir un exemplaire papier. Voilà. OK. On va dire. D'accord. Et donc, ce carnet,
il doit être mis en place pour les nouvelles constructions ou les nouveaux logements. Oui. Est-ce qu'il va être obligatoire pour les logements anciens dans la mesure où il est procédé des travaux dans ces logements? Oui, c'est tout à fait ça. Les travaux C'est ça. de rénovation énergétique, ça devient, vous êtes obligé d'établir votre carnet à ce moment-là. Ça ouvre l'obligation du carnet, mais si on ne fait pas de travaux, il n'y a pas d'obligation d'en créer un. Exactement. C'est tout à Très fait bien, ça. merci. Vous avez bien Parfait. compris. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne soirée, puisque Merci. je vais vous laisser, je vous abandonne. Très bonne journée et merci. Très bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres volontaires ou d'autres questions? Oui, Bertrand, c'est Franck. Oui. Quand il y a une mutation, c'est moi qui pose la question, hein, quand il y a une mutation, bien. il y a aussi obligation de carnet, non? Alors non, strictement, en tout cas c'est mon interprétation de la loi. Ah oui, il y a un élément que j'ai pas précisé, c'est que la DHUP va éditer une note d'information complète d'ici la fin de l'année si tout va bien, pour peut-être préciser des cas particuliers. Mais en fait, si le carnet existe et que le logement mute, il faut transmettre le carnet. Mais si un logement mute alors qu'il n'a pas été dans l'obligation d'établir un carnet parce que soit il a été construit il y a longtemps ou il n'a pas été rénové énergétiquement, de mon interprétation de la loi, il n'y a pas de besoin de carnet. D'accord. On peut imaginer que c'est un réflexe qui va se diffuser, mais je ne pense pas qu'il y ait d'obligation stricte, à ma connaissance. Ok. Bien, une dernière question ou un point de clarification, sinon. Bon, merci beaucoup. Pierre, un petit mot de conclusion peut-être, Pierre Pichère? Non, je vous écoutais religieusement comme tout le monde. Merci beaucoup. Donc Ingrid a signalé qu'effectivement l'enregistrement serait disponible pour ceux qui seraient arrivés en retard ou partis trop tôt ou qui n'auraient pas ou qui auraient besoin de repasser sur un point. Merci à tous pour votre présence et puis écoutez, au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire avec ou organisé par la GICAM. Merci à tous. Pas d'autres questions. Il est encore temps. S'il y a une dernière question, un dernier regret, allez-y. Mais... Dans tous les cas, nous allons vous envoyer effectivement le lien du replay dans le courant de la semaine. Allez, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Merci.